Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous politique sur la chaîne Au cœur de nos défis. Vous êtes bien sûr à Surface de Vérité dans le fauteuil blanc. Rendez-vous avec un homme politique habitué à la présidentielle maintenant. C'est bien sûr le candidat du mouvement pour le changement et la renaissance MCR à la présidentielle de 2020. Tahirou Barry, bonsoir. Bonsoir, M. Guébré. Merci de répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est quoi votre définition de la politique? Question simple pour commencer. Ma définition de la politique est celle que tout étudiant connaît, c'est l'art de la gestion de la cité. Et à mon humble avis, aujourd'hui, tout citoyen doit se préoccuper de la gestion de la cité, de la gestion de la maison commune et surtout se préoccuper de sa contribution dans la marche de la nation. Si on ne le fait pas, comme l'a si bien dit Norbert Zongo, personne n'aura un avenir dans un pays qui n'en a pas. Il faut donc travailler à donner un avenir à la nation afin que nos enfants, nous-mêmes, on puisse vivre dans la quiétude. Et la définition du chef de l'État? La définition du chef de l'État, c'est... Votre compréhension en tant que tel? Un chef d'État, c'est celui qui a une haute idée de la fonction présidentielle, du sens de l'intérêt général, qui a le sens du sacrifice, du renoncement, qui a le sens de l'imagination, de l'audace et qui sait inventer l'avenir. Parce que gérer une nation, c'est des problèmes complexes à gérer, c'est des problèmes urgents à gérer. C'est, comme je l'ai dit, travailler à préserver un avenir pour les fils et filles de la nation. Donc, ça nécessite une haute idée du sens du service public. Il faut être un homme d'État. Il faut être un homme d'État, tout simplement. Récemment, il y a eu cette rencontre avec le Conseil supérieur de la communication relative donc à la pré-campagne qui est désormais réglementée. La pré-campagne qui commence donc le 3 août 2020, pour 3 mois donc. Alors, le CSC dit désormais, à partir donc du 3 août, donc, normalement, les médias ne devraient plus couvrir tout ce qui est campagne déguisée et ça sous-entend, selon le CRC, les couvertures médiatiques des activités des partis politiques, les conférences de presse, même des OSC qui travaillent sur la matière politique. Les médias ne devraient plus couvrir ces activités. Les médias ne doivent plus recevoir des hommes politiques sur les plateaux, comme sur Surface de Vérité par exemple. Les médias devraient faire attention, même lors des débats entre journalistes, à ce que quelqu'un ne charge pas un camp. C'est un ensemble de mesures comme ça pour réglementer l'après-campagne. Comment vous accueillez un peu, vous appréciez cette réglementation du CSC en tant que candidat à la présidentielle? Je dirais sans hésiter que cette forme de la compréhension des dispositions législatives est une forme abusive parce qu'elle ne vise rien d'autre qu'à tuer l'esprit critique, qu'à tuer le sens du débat politique, qui vise à mettre les citoyens en phase de comprendre les problèmes de la nation, de comprendre la gouvernance publique, d'analyser les enjeux et de se déterminer en temps opportun. Il ne faut pas oublier que dans l'esprit de la loi, il visait simplement à empêcher que des autorités publiques, notamment les ministres, les directeurs généraux, se cachent derrière l'exercice de leurs fonctions pour user et abuser des moyens de l'État et mener une campagne électorale déguisée avant la période. C'est ça l'esprit de la loi. Mais on ne peut pas venir interdire
tout débat public, toute réflexion stratégique, toute information visant à permettre aux citoyens de comprendre les problèmes de la nation, de réfléchir sur les problèmes de la nation, d'analyser la gouvernance et de se déterminer. Ce n'est pas en 3 semaines de campagne que tout cela, dans ce tohu-bohu généralisé, que le citoyen peut analyser et faire le choix qui s'impose. Je suis vraiment surpris et déçu par une telle lecture de la disposition légale. D'accord. On est en train de voir la suite du débat sur cette question. Parlons à présent de gouvernance. Vous, récemment, on vous a vu du côté de Bobo Dioulasso, lors d'une conférence de presse, proposer votre vision, votre contrat social dans le cadre de cette présidentielle de 2020. Je suppose un contrat social, une quinzaine de propositions sur la base, je suppose, du diagnostic de l'existant. Qu'en est-il justement de l'existant, de diagnostic? Quel diagnostic vous faites et qui vous permet de faire ces propositions par rapport à la gouvernance aujourd'hui? Le diagnostic de l'existant est tellement visible, palpable, qu'on n'a même pas besoin d'analyse pour le comprendre. Aujourd'hui, le Burkina Faso est un pays en crise. Crise sécuritaire, crise communautaire, crise économique, crise du climat social, crise sociale avec la paupérisation grandissante des masses populaires, crise de confiance. Mais face à cela, malheureusement, nous n'avons pas de réponses appropriées, énergiques, décisives pour arrêter la dérive. Et c'est ça le problème. Donc nous pouvons dire qu'actuellement, le Burkina Faso est malade et il a besoin des médecins pour une thérapie de choc. Et vous vous proposez d'être ce médecin pour cette thérapie de choc. Ce que vous comptez changer justement, le remède que vous comptez apporter, votre contrat social, c'est en 15 points, 15 solutions pour sauver le Burkina Faso. Et ça se présente en 2 axes, la refondation profonde des institutions et de l'administration, et puis la refondation du système éducatif pour créer, vous dites, un Burkinabé nouveau et conscient de sa mission patriotique. Et c'est pour cela que vous comptez accorder au moins 30% du budget national à ce secteur capital, l'éducation. Alors, allons pas à pas. Vous dites déjà, en 30 jours, il y a des actions fortes à poser. Ça commence par des nominations, c'est bien ça? Oui, mais vous abordez déjà la question des moyens. Alors qu'il y a un préalable qui est la question de la vision. Où voulons-nous aller? Si vous voulez aller à Bobo Dioulasso, ou si vous voulez aller en Espagne, ça ne sera pas le même moyen que vous allez emprunter. Donc, il faut savoir quel est le futur désirable. Quel est le projet d'avenir désirable, aspiré? Et nous disons qu'aujourd'hui, le Burkina Faso a besoin de se reconstruire comme une nation puissante, réconciliée avec ses valeurs, réconciliée avec elle-même. C'est ça la vision. Parce que le mal de notre pays, c'est l'absence de vision, c'est l'absence de volonté. Sans vision, on ne fera que tergiverser, comme l'a dit le professeur Laurent Bado. Si le port à atteindre n'est pas connu, le naufrage est inévitable. Si on ne sait pas où on va, il n'y aura pas de vent favorable. Donc, c'est pourquoi je parle de vision. Est-ce que la vision n'est pas là? C'est peut-être les moyens pour atteindre cette vision qui posent problème. Dites-moi aujourd'hui quelle est la vision de notre gouvernance actuelle. Il n'y a pas de vision, s'interroge. vous savez? Je ne vois aucune vision. Et quand je parle de vision, il s'agit d'une vision intergénérationnelle. Il ne s'agit pas d'une vision électoraliste. Essayer de dire, on va construire des routes, on va faire des dispensaires, on va faire ça.
tout en sachant bel et bien que dans l'intervalle du mandat, c'est des structures qui peuvent se dégrader. Mais en ce temps, l'objectif a déjà été atteint. On parle de quel avenir pour nos enfants, de quel avenir pour nos petits-fils. Et ça, il faut une vision grande. Quand on décide de travailler sur le capital humain, ce n'est pas une forme de vision? Non, j'ai dit, la vision, c'est l'état futur désirable. C'est le cap à atteindre. C'est le projet. Maintenant, le moyen, c'est quoi? C'est ça, le système éducatif. Vous êtes en train de dire que vous étiez dans un gouvernement sans vision, puisque vous étiez dans le premier gouvernement du président Roch Kaboré? Mais écoutez, si j'ai quitté le navire après 22 mois, c'est parce que je ne me retrouvais pas dans la destination de notre navire. Parce qu'il ne suffit pas de dire que nous allons arriver à la destination, sans nous indiquer clairement quelle est cette destination. Et à maintes reprises, quand les débats ont été posés, il y a toujours eu des tergiversations quant aux réponses. Regardez ce qui a été présenté avec le PNDS. Le PNDS, permettez-moi le terme, a été un mensonge d'État. Parce qu'on nous dit qu'il y a, pour la mise en œuvre de la fameuse vision du PNDS, 18 000 milliards. En oubliant qu'on ne peut pas accumuler une telle somme en termes de dette dans un pays déjà lourdement endetté. Donc, on se mentait à nous-mêmes. D'accord. Alors, vous pensez que je peux me retrouver dans une telle atmosphère de mensonges d'État et continuer toujours à me laisser embarquer? Donc, vous avez embarqué dans le navire sans savoir en vérité où vous alliez. C'est en cours de chemin que vous avez cherché à savoir où on va. Mais c'est en cours de chemin que le PNDS a été mis en œuvre. C'est en cours de chemin. Est-ce que pendant la campagne présidentielle, il était question du PNDS? C'est lorsque le gouvernement a été mis en place que la question du programme économique et social a été présentée. Avec tout ce qu'il y a eu. Le PNDS découle du programme présidentiel. Oui, mais le PNDS, si il était question de mettre en avant ces plus de milliards dans un pays, je dis bien déjà lourdement endetté, il n'était pas évident que l'argumentaire de la campagne du MPP prospère, parce que la duperie allait être découverte. D'accord. Parlons donc de votre programme, ce que vous proposez au Burkinabé pour novembre 2020. Comme je l'ai dit, ce sont des étapes, c'est dans la durée, dans le temps, sur le quinquennat. Déjà, si le peuple vous fait confiance et que vous êtes élu président de la République au soir du 22 novembre, déjà, vous dites, en 30 jours, il y aura déjà une révolution, déjà par rapport au choix des hommes. Bon, le choix des hommes, en 30 jours, ça c'est pour l'ensemble de la nation. Mais déjà, en 48 heures, il faut mettre en place le gouvernement, et non pas en quelques semaines. Et en 48 heures, il s'agit de mettre en place un gouvernement de 15 membres. Parce que nous sommes dans une logique où il faut réduire le train de vie de l'État. Et les 15 membres, au-delà des considérations politiques. Ce n'est pas parce que le MCR va triompher que le MCR mettra dans l'équipe gouvernementale rien que des militants du mouvement. Je dis non. Il faut faire appel à tous les fils, toutes les filles de la nation qui ont une compétence, qui ont une expertise, qui ont une probité et qui ont le sens du service public. Et ça, en 48 heures, on le met en place. Dans les 1 mois, il faut permettre à l'administration de se redéployer. Parce que l'administration, c'est le bras armé de l'État.
il faut que l'administration puisse asseoir les structures du développement et du changement. Et ça, on a besoin également des patriotes. On a besoin des hommes intègres. Parce que le mal de notre administration, ce n'est pas forcément l'absence de moyens, mais c'est l'absence des hommes qu'il faut à la place. Il y a une crise de l'intégrité. Il y a une crise à la fois de l'intégrité, mais il y a du copinage qui ne dit pas son nom. Il y a une forme de clientélisme qui ne dit pas son nom. La politique est dans l'administration publique. La politique est dans l'administration publique, mais l'administration publique se doit d'être neutre, de ne pas mettre en avant les considérations politiciennes pour faire appel à des compétences. Parce que quand on parle de nation, il s'agit d'une entité unique qui a des valeurs avec des membres qui ont une aspiration commune à vivre ensemble, à œuvrer ensemble pour préserver l'avenir de cette nation. Ce n'est pas pour rien quand un chef d'État est élu, ses premiers mots, c'est de dire qu'il n'est pas l'élu de son parti, mais il est élu de tous les citoyens du pays. Et c'est cette idée qu'il faut développer dans la pratique. Ça, ce sont les premiers actes que nous devrons poser pour permettre à l'administration d'avoir les hommes de qualité. D'avoir les hommes de qualité, parce que la refondation du système administratif, de l'administration, fait partie des actes stratégiques. Parce que si l'administration est malade, si l'administration n'est pas orientée vers les nouvelles priorités, toutes les mesures seront vouées à l'échec. Sans faire de chasse aux sorcières aussi. La chasse aux sorcières ne doit pas se ramener à la chasse à ses adversaires politiques. Je serais d'accord pour une chasse aux sorcières si ces sorciers sont des délinquants économiques, sont des fraudeurs professionnels, parce que c'est des situations qui font mal à notre économie. C'est des situations qui paralysent la marche de notre développement. La fraude, justement, la corruption, les détournements, vous en faites une priorité. Vous dites que vous allez initier, dans les 30 jours qui suivent votre investiture, une opération spéciale à ce niveau. Oui. Nous allons initier une opération Dragon contre les fraudeurs professionnels, contre la corruption, contre tout ce qui constitue des détournements de deniers publics. Si je prends l'exemple de la fraude, nous avons, selon le rapport de la direction générale, le rapport d'activité de la direction générale des impôts, nous avons près de 100 milliards de fraudes par an. Quand vous prenez le rapport parlementaire de 2015, la fraude sur l'or, chaque année, c'est autour de 6 tonnes d'or qui sortent frauduleusement. Cela représente autour de 10 milliards. Vous prenez le rapport concernant les cycles sur les motos. Chaque année, c'est à coup de milliards, la fraude. Vous prenez même les restes à recouvrer, les dettes fiscales. C'est autour de 400 à 600 milliards. Vous pensez qu'on doit fermer les yeux sur cette plaie et vouloir construire une nation et vouloir engager des investissements productifs? Parce que s'il n'y a pas d'investissement productif, il n'y a pas de création de richesse. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Et ça, ce sont des priorités. On ne peut pas fermer les yeux sur ces dérives, sur ces plaies, et vouloir construire une nation qui veut servir ses enfants. Vous savez que ce n'est pas si facile, hein, lutter contre la coopération. Les opérations de ce genre, les opérations coup de poing, on en a déjà vu, mais avec quels résultats? C'est toujours là toute la question. Vous-même, vous avez été ministre, vous comprenez que quand vous êtes dans l'administration, parfois, il y a des situations qui sont telles que, parfois, mener de telles opérations, ce n'est pas si aisé. C'est simple, il faut donner les moyens aux structures investies d'une telle mission.
il faut leur donner à la fois les moyens et la liberté. C'est tout. Mais si on leur donne les moyens et après on voudrait intervenir dans le processus des instructions, il y a problème. Parce que vous-même, en tant que ministre, on vous a reproché une gestion pas du tout rigoureuse aussi des ressources. Entre-temps, on a vu ce rapport de l'ASE. Bon, je me suis largement expliqué là-dessus. Il s'agit des subventions qui ont été régulièrement accordées à des acteurs touristiques, culturels et artistiques pour l'accomplissement de leurs projets régulièrement engagés. Et il y a un État qui a été constitué. Suffisamment transparent. Mais il y a un État, il y a une liste. Et avec appelez n'importe qui figurant sur cette liste. Et avec quelle efficacité? L'argent peut sortir de façon régulière aussi, mais la finalité, ce qu'on en fait, l'impact sur le développement de ce pays, ça peut ne pas être aussi au rendez-vous. Moi, j'estime d'ailleurs que les moyens accordés au secteur de la culture sont dérisoires au regard du rôle que ce secteur doit jouer dans le développement économique et social de notre pays. Parce que nous avons près de 1200 sites théâtraux touristiques non valorisés. Et vous savez que le secteur touristique, à lui seul, peut être une source de richesse d'une nation. Regardez des pays comme l'Espagne, regardez des pays comme la France, regardez le rôle que joue le secteur touristique. Et malgré ça, le ministère de la Culture a moins de 0,5% du budget. Il y a problème. Et selon une estimation, si l'importance qu'il faut était accordée à ce secteur, nous projetons autour de 400 000 emplois susceptibles d'être créés dans ce milieu. Donc, ne me dites pas que nous avons fait du gâchis. Nous n'avons fait qu'accompagner conformément à la destination de ce fonds. Oui, mais pour la plupart, ce qu'on constate, c'est qu'on avait l'impression que ce sont des subventions qui sont allées donc dans les poches de quelques copains du ministre, mais en vérité, avec des projets qui n'ont pas une réelle incidence sur le développement du secteur. Je vous demande, par exemple, le projet de Koundé, c'est dans les poches du promoteur. La réhabilitation du cimetière sacré au niveau de Waïguya, où des rois s'y reposent depuis des centaines d'années, c'est du gâchis. La réhabilitation du palais de Fada, c'est du gâchis. Il y a aussi les différentes réhabilitations de sites touristiques, c'est du gâchis. Monsieur Barry, il y a aussi ces événementiels sans véritablement grand impact sur le développement du secteur, qui ont bénéficié aussi de subventions. Vous voyez. Ces cérémonies de récompense par-ci, par-là, qui poussent, c'est devenu toute la facilité désormais. Tout le monde crée des cérémonies de récompense et espère avoir une subvention du ministère. Non, mais les cérémonies de récompense, il y a un esprit qu'il ne faut pas occulter. Vous, en tant que journaliste, à un moment donné, vous avez besoin de savoir que vos mérites sont reconnus. Vous avez besoin de savoir que vos mérites sont valorisés. Et on a besoin de 1000 cérémonies pour ça, dans le même secteur, pour les mêmes choses. 1000 cérémonies peuvent s'engager, mais avec des objectifs distincts. Parce que quand les promoteurs engagent leur activité, ce n'est pas toutes les activités qui font l'objet de subventions. Les cérémonies de récompense et de distinction qui ont bénéficié du soutien du ministère de la Culture, en son temps, ne valent pas 2 ou 3. Ah bon? Oui, en son temps, ne valent pas 2 ou 3. Peut-être que vous voulez faire référence à l'activité organisée par le ministère des Trésors du Faso. Mais dites-moi en quoi est-ce que cette activité posait problème. Parce qu'on essayait de mettre en évidence, de mettre en exergue les richesses touristiques, culturelles et artistiques dans chaque région, dans chaque province. On révélait, par exemple,
le meilleur musée, le meilleur hôtel, le meilleur restaurant, le meilleur styliste, le meilleur objet culturel, tout ça pour attirer davantage les Burkinabés vers leurs richesses, vers leurs trésors. Et ça, je vous dis que l'activité a en grande partie bénéficié des soutiens de partenaires privés, comme Télécel, comme Coris Bank, comme Abdoul Service. Parce que je vous dis, le ministère n'a pas suffisamment de moyens. Mais on ne devait pas croiser les bras et pleurnicher dans son bureau. En tout cas, votre successeur n'a pas trouvé pertinent ce projet, visiblement, puisque ça a été stoppé. Mais s'il n'a pas trouvé pertinent, c'est peut-être une analyse de son équipe. Peut-être que son équipe a jugé que telle autre activité pourrait être plus intéressante que les trésors du Faso. Mais en son temps et dans notre contexte, nous avons dit qu'il faut faire en sorte que les acteurs culturels, d'où qu'ils se trouvent, voient leur œuvre valorisée et connue. Et c'est ce que nous avons entrepris. Et, à mon humble avis, nous n'avons pas fait œuvre inutile. D'accord. Alors, vous dites qu'il y a cela, justement, avoir des hommes de qualité à la tête donc, de nos hauts fonctions et directions civiles et militaires, mais aussi cette opération Dragon contre la corruption. Mais à côté de tout cela, en 30 jours après votre investiture, vous voulez tout de suite vous attaquer à la réforme du système éducatif. Mais le système éducatif est malade. Nous avons un système éducatif qui exclut les enfants des pauvres. Le système éducatif a pratiquement été privatisé. Il suffit d'être enfant de pauvre pour être exclu du système éducatif, faute de moyens. Il suffit d'être enfant de pauvre pour être victime de ce triste spectacle d'exclusion en plein cours, faute du paiement du reste de la scolarité. Il y a une forme de démission de l'État dans la prise en main de son système éducatif. Il y a également une problématique sérieuse dans le sens et la finalité du système éducatif. Le système éducatif produit des chômeurs. Le système éducatif produit des étudiants qui n'ont pas l'expertise qu'il faut pour engager et réussir une activité professionnelle. Donc, il faut refonder le système éducatif, lui conférer un sens, lui conférer un contenu plus professionnalisant et plus valorisant. Et c'est pourquoi nous avons dit, avec le président Nelson Mandela, que le système éducatif, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et nous sommes prêts à investir 30% de notre budget pour réussir cet objectif. Et au-delà de ça, il y a un autre problème grave, sérieux. C'est l'abandon des enfants, des élèves, des étudiants. Alors qu'un effort de l'État pour les octroyer une bourse peut les permettre de réussir. Vous octroyez des bourses à tous les élèves et étudiants? Nous prévoyons octroyer des bourses d'études à tous les élèves et étudiants méritants. Et quand nous faisons l'estimation, avec 120 milliards, on prend en compte cette dimension qui me paraît essentielle. 120 milliards, nous avons 200 000 étudiants qui peuvent avoir une bourse sur 10 mois de 40 000 francs. Et des élèves, une bourse de 20 000 francs sur 10 mois avec un total de 120 milliards. Et c'est possible quand on regarde les sommes faramineuses qui dorment dans les tiroirs des fraudeurs. Nous disons que c'est des efforts qu'il faut engager. Moi, personnellement,
j'ai bénéficié de la bourse depuis que j'étais au secondaire. Mais Dieu seul sait l'utilité que cette bourse a eue. Vous savez qu'il y a plus d'élèves, plus d'étudiants pour un pays qui fait face à d'autres priorités comme la sécurité, par exemple, la santé aujourd'hui. Vous savez que quand c'est comme ça, l'arbitrage est vite fait. Nous avons tout budgétisé. Nous nous sommes donnés comme objectif d'avoir un budget annuel de 3 000 milliards, soit 15 000 pour le quinquennat. Est-ce que c'est... Et en mettant en avant les 30%, nous sommes à 4 500 milliards pour le système éducatif. Et si dans les 4 500 milliards, nous sommes incapables de trouver cette ressource pour les boursiers, je pense que c'est une défaite. Ce que vous dites, c'est intéressant parce que vous avez été dans un gouvernement, vous savez aussi que les chiffres, c'est facile à les sortir, mais la question, c'est la mobilisation. On va y revenir justement. Mais vous savez aussi qu'on dépend beaucoup des partenaires techniques et financiers, des partenaires extérieurs. Et à ce niveau aussi, ce n'est pas toujours évident, la mobilisation des ressources. Et quand on mobilise aussi avec les partenaires extérieurs, parfois les priorités sont déjà à tracer et qui peuvent ne pas être forcément dans votre vision des choses. Monsieur Guébré, il faut qu'on soit très clair. Je dis, je le répète et j'assume, le Burkina Faso n'a pas un problème de ressources. Le Burkina Faso a un problème de mobilisation et de gestion de ses ressources. Il y a des fonds qui dorment dans les tiroirs des fraudeurs professionnels. Je vous ai parlé des 600 milliards. Je vous ai parlé des 100 milliards de fraude chaque année. Regardez même le désarmement fiscal au niveau du secteur minier, qui bénéficie d'un régime dérogatoire de droit commun, avec près de 200 milliards accordés comme faveur, avec une réduction, par exemple, de la taxe sur l'eau de 200 à 125 le mètre cube, qui n'arrive même pas à payer. C'est des milliards qui dorment. Vous prenez le fonds minier de développement, près de la trentaine de milliards qui dorment. Mais il y a des ressources. Nous avons un problème de mobilisation de ces ressources. Nous avons un problème de gestion de ces ressources. Et malgré tout, il y a près de 250 milliards qui rentrent chaque année comme ressources là, effectivement, minières. Quand vous parlez des hommes, encore une fois, le débat, il est à ce niveau. Il faut déconnecter le décideur politique du milieu des affaires parce que malheureusement, ça s'imbrique. Et c'est ce qui fait aussi, justement, qu'il y a cette difficulté de mobilisation des ressources. Il faut faire cette rupture. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le MCR, après analyse, a décidé de lancer une opération de souscription populaire pour faire face aux charges de sa campagne. Le MCR veut être indépendant des chapelles économiques. Le MCR veut être indépendant des chapelles et des chancelleries extérieures. Le MCR veut s'assumer. Le MCR veut qu'à l'accession au pouvoir, qu'il soit libre de mener les réformes qu'il veut, de mener la politique qu'il veut. Monsieur Barry, c'est bien d'être audacieux, volontariste, mais vous savez bien qu'une souscription populaire pour soutenir votre campagne sur nos tropiques, ça relève plus d'un coup de com' politique, non? Ça ne paraît pas réaliste. Combien pouvez-vous mobiliser et qui puisse véritablement vous aider dans votre campagne? Même s'il y a 1 million qui sont mobilisés et que le montant de ces 1 million n'est qu'une contribution de plusieurs milliers de sympathisants en termes de 500 francs, de 100 francs, de 1000 francs, nous serons fiers. Parce que chaque citoyen, chaque sympathisant se sentira engagé dans ce combat. Parce qu'il s'agit d'un combat. Il s'agit d'un grand combat que nous engageons, non pas parce que nous avons une quelconque chance de gagner, mais parce que nous avons l'obligation de gagner.
Nous avons un impératif d'engager le changement. Donc, plutôt que de donner 2000 francs, vous demandiez au peuple de contribuer pour votre campagne. C'est bien ça. Mais c'est ce qu'il faut. On comprend que c'est l'élan patriotique aussi que vous Il visez. faut faire renaître la flamme militante dans ce pays. Malheureusement, vous n'aurez pas assez de ressources Ce pour n'est battre pas, votre ce n'est campagne. pas grave, parce que j'ai toujours dit qu'il faut éviter de mettre en avant les moyens dans le jeu politique. Nous ne sommes pas, vous avez déjà participé à une campagne électorale, vous savez bien que c'est important les moyens pour gagner des élections. Nous ne sommes pas dans une plutocratie, nous sommes dans une démocratie. Et la démocratie, c'est une compétition d'idées. Ce n'est pas une compétition de moyens. Pour aller partout au Burkina, il faut des moyens. Il y a un minimum quand même. Ce n'est pas une compétition de moyens. Si c'était une compétition de moyens, je préfère ranger tout et repartir d'où je suis venu. Vous pensez que vous pouvez gagner la présidentielle au Burkina sans moyens? Le nouveau président tunisien, il a mis combien de francs pour gagner la présidentielle? Je vous pose la question. Il n'a pratiquement pas organisé de meeting. Vous pensez que le niveau de conscience citoyenne tunisien est plus élevé que celui de notre pays? C'est le cas ici. Nous avons une conscience civique élevée. Niveau de conscience de la question électorale, politique, vous pensez qu'on est à ce niveau aussi qui puisse permettre à un candidat de gagner sur cette base? Vous savez, il ne faut pas sous-estimer ce peuple. Ce n'est pas qu'on sous-estime, c'est une question de réalisme, parce qu'on constate toujours on voit comment les partis continuent de mobiliser les populations dans les meetings. Nous avons un peuple qui est mature. Et j'ai toujours dit, lisez l'histoire de notre pays. 1966, c'est un peuple debout. 1998, je suis pour Norbert Zongo, c'est un peuple debout et uni, déterminé. 1983, c'est un peuple uni et debout pour la libération du président Thomas Sankara. L'élection, c'est 2014, l'élection, on est en 2020, l'élection, c'est autre chose. Insurrection populaire sans moyens qui a déraciné un régime enraciné depuis 27 ans. Et l'élection de 2015 alors? L'élection de 2015. Vous étiez candidat, vous avez les idées. Demandez-moi combien j'ai investi. Je n'ai pas donné 5 francs. Pourquoi vous n'avez pas gagné, à votre avis? Mais écoutez, dans une compétition électorale, toute défaite politique est un enseignement politique. Est-ce que ça veut dire On grandit que toujours... Roch Kaboré avait les meilleures idées que vous en 2015? Oui, Roch Kaboré est venu avec sa logique. Nous sommes venus avec notre logique. Et c'est quoi la logique de Roch Kaboré? Toutes les grandes œuvres, mon frère, n'ont pas de grand commencement. Il y a toujours un début. Et en matière politique, c'est un travail patient de transformation des esprits, de transformation des mœurs, de transformation des pratiques. Donc, il ne faut pas s'attendre à réussir d'un coup après une première participation. Non, nous ne faisons pas des illusions. Mais nous disons qu'aujourd'hui, le peuple burkinabé a atteint une certaine maturité qui lui permet, après déjà 5 années de souffrance, 5 années de tragédie, 5 années, mais regardez, combien de morts à cause du mal terroriste, combien de morts à cause des problèmes communautaires, combien de morts à cause des maladies, combien de morts à cause de la misère. Quand vous prenez seulement le problème d'accès à l'assainissement, la Banque mondiale nous parle de 80 milliards chaque année que nous perdons à cause d'un problème d'accès à l'assainissement. Nous avons plus de 78 Burkinabés qui font leurs besoins en plein air, avec tout ce que cela a comme conséquence. D'accord. On va évoluer. En 100 jours, justement, après votre investiture, si vous êtes élu président du FASO, vous dites que vous allez déjà réviser la loi de programmation militaire. Oui, mais... Concrètement, la question sécuritaire, elle est essentielle.
concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau? Le budget, c'est la traduction de la politique de l'État. Donc, c'est la traduction chiffrée de la politique de l'État. Et on ne peut pas vouloir opérer des réformes déterminantes, énergiques au niveau du secteur militaire sans revoir le moyen budgétaire. Et la loi de programmation militaire qui a 700 milliards me paraît insuffisant. Nous décidons de le porter à 1000 milliards. Par an? Non, c'est une loi triennale. C'est une loi triennale. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que... Sur les 1000 milliards, c'est quinquennal avec vous? Triennal. Triennal. En 3 ans. Comptez mettre 1000 milliards? Oui. Nous comptons investir 1000 milliards en 3 ans. Et dans ces 3 ans, l'objectif, c'est de permettre à nos FDS d'avoir les moyens pour rehausser les effectifs, pour mobiliser les troupes, pour améliorer les renseignements, pour se doter des moyens et des équipements modernes et adaptés, notamment les moyens aériens, les moyens de communication. Dans cette guerre, à l'ère de la modernité, il faut développer des moyens modernes de communication et d'action. Et malheureusement, le secteur de la sécurité, le secteur militaire n'est pas suffisamment nanti en la matière. Et en plus, nous disons qu'il faut encore ajouter une loi de programmation sécuritaire pour prendre en compte les gendarmes, la gendarmerie et la police. Parce que la programmation militaire ne concerne que les forces de défense, notamment l'armée. Et cela me paraît insuffisant si on veut atteindre des objectifs et des résultats. D'accord. Alors, ça, on va revenir encore sur la question de la mobilisation des ressources un peu plus tard, mais vous dites aussi sur la question des fonds, les fonds nationaux. Vous comptez mettre en place 2 grands fonds nationaux de financement de 100 milliards chacun pour faire face donc à des projets innovants, justement des jeunes et des femmes, et d'autre part pour à la réalisation de projets culturels et touristiques valorisants. Les fonds, ce n'est pas ce qui manque au Burkina. Il y en a tellement. Oui, il ne suffit pas de mettre en place seulement des fonds, mais il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement technique. Il faut par exemple des incubateurs d'entreprises. Il faut développer tout ce qu'il y a comme appui conseil, comme formation. Et quand on parle de fonds de 100 milliards, j'ai dit par exemple les projets innovants pour des jeunes, mais j'ai dit tout à l'heure aussi qu'il y a le secteur touristique et culturel. Le fonds qui a été mis en place, le fonds de développement culturel n'a jamais atteint 3 milliards pour faire face à l'exigence du développement de ce secteur. Vous voulez doter ce fonds de 100 milliards ou bien vous voulez créer un autre fonds? Non, il s'agit de reformer ce fonds pour le porter à 100 milliards. Parce que au niveau du fonds de développement culturel et touristique, il n'y a que les entreprises culturelles. Alors qu'au-delà des entreprises culturelles, il y a des acteurs culturels qui peuvent impacter positivement le système culturel de notre pays. Quand vous prenez un artiste, à lui seul, il peut être véritablement un ambassadeur de son pays partout où il va. Il y a des artistes de talent dans ce pays. Il y a des artistes de valeur dans ce pays. Malheureusement, faute d'accompagnement, je dis bien d'accompagnement, les talents se meurent. Oui, attention aussi à ne pas, parce que là, on reste aussi dans le domaine donc, du business, de l'industrie culturelle. Il faut laisser aussi, ça relève un peu aussi du libéral. Trop d'accompagnement aussi, de subventions pour des individus, pour des artistes qui ont leur carrière et qui font du business. Est-ce que là aussi, on ne risque pas de faire d'amalgame? Il n'y a jamais eu autant de subventions que dans un régime libéral. Il ne faut pas qu'on se mente. Le système libéral ne veut pas dire abandon. Il y a un accompagnement. Je dis bien accompagnement.
Si vous avez un talent qui a besoin juste d'une petite étincelle pour briller, vous allez le laisser mourir? J'ai dit non. Il faut faire en sorte que les valeurs de notre pays soient promues. Il faut créer un environnement favorable de l'éclosion des talents, de nos valeurs. 100 milliards donc. Et ça, il y a l'accompagnement nécessaire de l'État en termes de subventions, en termes d'octroi de prêts, en termes de garantie pour les prêts. Et c'est ça qui peut permettre au Burkina Faso, si le Burkina Faso veut être un pays touristique, la première destination touristique de la sous-région, le Burkina Faso a les atouts pour le devenir. Si le Burkina Faso veut être une puissance culturelle dans toute l'Afrique, le Burkina Faso a les moyens pour le devenir. Le Burkina Faso a les atouts pour le devenir. Mais malheureusement, on a négligé ce secteur. Ce secteur a été abandonné. C'est une question de volonté politique que vous comptez donc mettre. Et c'est une question de volonté et de moyens politiques. D'accord. Vous comptez mettre 100 milliards justement à ce niveau, mais aussi 100 milliards pour les projets innovants de jeunes et de femmes. Il y a déjà, par exemple, Burkina Startup créé par le pouvoir actuel avec quand même beaucoup d'argent investi. Je crois que c'est créé au moins 100 startups par an sur le quinquennat. Avec beaucoup de milliards. Le budget des startups, à ma connaissance, n'a jamais dépassé 10 milliards. Et même le projet d'autonomisation des jeunes, c'était autour de 16 milliards. Dites-moi l'impact que ça peut avoir pour ces milliers et des milliers de jeunes qui ont de l'imagination, qui ont du génie. Dites-moi l'impact que ça peut avoir. Mais, il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent aux jeunes pour entreprendre. Il s'agit de les accompagner aussi, techniquement. Et cela me paraît une dimension importante à ne pas occulter. La question de la cohésion nationale, c'est aussi aujourd'hui, peut-être même la base. C'est par là peut-être qu'il faut commencer aussi, la cohésion nationale. Et à ce niveau, vous parlez d'adopter et d'opérationnaliser une politique nationale à la matière. Malheureusement, cette politique nationale de cohésion sociale n'existe pas. Et nous nous sommes dit, dans les 100 jours, si nous avons la confiance du peuple, cette politique doit être adoptée et engagée du point de vue de son opérationnalisation. Le Burkina Faso a de plus en plus mal en sa cohésion. Le Burkina Faso est malade dans son vivre ensemble. Alors que c'est ce qui faisait la fierté de notre nation. C'est ce qui faisait la grandeur de notre nation. La solidarité, la fraternité, la tolérance, le vivre ensemble. C'est beaucoup plus le fait du discours politique, non? Mais ce n'est pas le fait du discours politique, c'est une triste réalité aujourd'hui. La cohésion sociale est gravement fissurée. Oui, je vais dire, si on en est arrivé là, c'est parce que vous, les politiques, vous n'avez pas toujours su tenir le discours qui unit. Vous avez semé le discours de la division, non, malheureusement. Mais au-delà de la question du discours, il y a le mal terroriste qui est venu accentuer cette dégénérescence. Et non seulement il faut traiter le mal terroriste. Mais même le mal terroriste a été politiquement utilisé malheureusement pour encore diviser les Burkinabés. Oui, mais ceux qui utilisent cela répondront devant l'histoire. Parce que le mal qu'ils sont en train de créer au sein de la nation burkinabé est un mal profond et difficile à guérir. D'accord. On va aller très vite parce que le temps nous presse aussi sur la question de la santé. On l'a vu avec la crise sanitaire liée donc à la COVID-19, comment elle a mis à nu notre système sanitaire aussi à ce niveau. Vous dites que dès que vous êtes élu, très rapidement, vous allez vous attaquer dans les 100 jours qui suivent à l'amélioration du plateau technique des hôpitaux. Et vous allez supprimer les évacuations sanitaires. Oui, les évacuations sanitaires qui nous coûtent des milliards chaque année.
n'ont pas leur raison d'être, alors que nous avons des plateaux techniques dégarnis. Il faut d'abord résoudre le problème des plateaux techniques de nos hôpitaux, qui vont profiter à des masses populaires, au lieu de prendre nos maigres ressources pour évacuer à l'extérieur des personnalités publiques, des personnalités politiques. Donc les plateaux techniques, ça va être véritablement votre priorité pour ce qui est du système sanitaire. C'est un impératif. Et vous comptez y mettre combien déjà? Sur le secteur de la santé, nous nous sommes engagés à respecter les 15% selon la recommandation de la Conférence des chefs d'État d'Abuja. Et les 15%, cela nous ramène à 2200 milliards comme budget. Et nous disons qu'au-delà de ça, il faut faire en sorte que le soignant et le malade soient rapprochés à travers la construction des infrastructures de santé. Par exemple, il était prévu la transformation des CSPS en centres de santé dans les chefs-lieux. C'était autour de 286 CSPS qui étaient prévus pour être transformés dans ce quinquennat. Il n'y a que 32 qui ont été faits. Oui. Conséquence, il y a un problème sérieux d'accès aux soins de santé, avec près de 143 femmes sur 100 000 naissances qui décèdent des suites de la grossesse ou de l'accouchement. Aujourd'hui, cela est choquant. Sur la question est inacceptable. Sur la question de l'accès, justement, les spécialistes vous disent aujourd'hui, oui, on a voulu créer cet accès en construisant des centres de santé, mais qui ne sont pas équipés et qui n'ont pas les ressources humaines. Du coup, on a des centres de santé neufs, mais qui ne fonctionnent pas. Mais c'est ce que j'ai dit. Il faut faire en sorte que ces structures soient opérationnalisées, mais que les plateaux techniques soient relevés. Si faute d'autoclave, des gens meurent dans des localités, il y a un problème. Si pour des questions d'absence de molécules et autres, des personnes meurent, il y a problème. Si à cause de l'insuffisance des centres de dialyse, des personnes meurent, c'est inacceptable. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens pour faire face à cela, c'est parce qu'on ne met pas les ressources où elles doivent être destinées. Sur la question de l'exemplarité, vous dites qu'en un an, vous allez réduire de façon substantielle le train de vie de l'État avec la suppression des institutions sans portée véritable sur la gouvernance publique. On se dit, ça, vous pouvez le faire même en vérité dans les 38 jours qui suivent. Pourquoi vous attendez un an? Non. Le diagnostic est déjà fait, on connaît ces institutions budgétivores, mais qui n'ont pas véritablement un impact. Moi, je ne suis pas dans la politique pour flatter les passions populaires ou pour faire dans la démagogie. Il y a des mesures de réduction du train de vie de l'État qui passent par l'Assemblée nationale. Il y a des institutions qu'il faut supprimer. Ce n'est pas parce que je suis au sommet de l'État que je m'arroge le droit de hacher. Non. Il y a un timing, il y a une procédure. C'est pourquoi j'ai parlé de ce délai. Et c'est un impératif. Aujourd'hui, nous avons près de 1400 milliards de recettes fiscales. Et à côté, en 2019, 1600 milliards de dépenses courantes. Vous, M. Guébré, vous avez une ressource annuelle de 1 million et vous avez vos dépenses ordinaires courantes de 1 400 000. Malheureusement, là, la tendance est d'accuser le travailleur. Et pourtant, ce n'est pas d'accuser le travailleur. Les plus grosses charges sont ailleurs. Mais c'est ça. C'est parce que simplement, il n'y a pas une rationalisation de nos dépenses. Il y a une superposition de structures inutiles. Il y a du gâchis. Il y a des dépenses inutiles. Permettez-moi le terme, il faut hacher. Je ne peux pas comprendre que dans ce pays pauvre, on ait une trentaine de ministères. Je ne peux pas comprendre que dans ce pays pauvre, on ait plusieurs structures de haut conseil, il faut hacher. Je ne peux pas comprendre que dans ce pays, on ait encore le médiateur du FASO, on ait encore le Conseil économique et social, on ait encore des structures qui se superposent en termes d'attribution, comme les mairies et les préfectures. Il y a des choix à faire.
Et si on ne le fait pas, on ne peut pas vivre indéfiniment au-dessus de nos moyens. On ne peut pas non plus tendre la main parce que nous avons atteint un seuil d'endettement saturé, 3 888 milliards de dettes que nous avons. C'est-à-dire, si on cesse de fonctionner, l'ensemble de notre budget annuel ne peut même pas payer la dette. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez qu'on peut toujours tendre la main à l'extérieur alors qu'on a des ressources internes pour faire face à nos dépenses, pour se construire? D'accord. Il faut arrêter cela. Ça suppose qu'on développe, le Burkina reste un pays agricole, et vous dites qu'en 3 ans, vous allez faire du Faso le grenier du Sahel. C'est assez ambitieux quand même. On se dit, comment on fait? Pourquoi ambitieux? Ce n'est pas, c'est de l'évidence. Nous avons 9 millions d'hectares de terres cultivables, exploités à moins de 40%. Nous avons 500 000 hectares de bas-fonds, non exploités pratiquement. Nous avons 200 000 hectares de terres irrigables, non exploités pratiquement. Alors qu'il suffit seulement d'aménager autour de 25 000 hectares de terres irrigables, on a pratiquement l'autosuffisance alimentaire. Quand je prends pour la question du riz, nous avons un besoin de consommation de autour de 650 000 tonnes, alors qu'on ne produit que seulement 250 000 tonnes. Vous savez qu'on est obligé d'importer chaque année 45 milliards les aléas de francs de la CFA. nature, la pluie, mais la pluie, les moyens de production. La pluie, on reçoit 200 milliards de mètres cubes chaque année, l'eau. Pas toujours bien réparti. Pas toujours bien réparti, mais nous avons la possibilité de construire des petits barrages et d'engager une politique volontaire de valorisation agricole. En la matière, quand même, le gouvernement actuel fait bien, non? La construction de barrages. La construction de barrages. Nous avons autour de 1400 barrages, mais plus de la moitié de ces barrages ont des structures dégradées. Et plus de la moitié de ces barrages tarissent avant la saison pluvieuse suivante. Vous pensez que c'est avec ça qu'on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire? Dans cette modernité, vous pensez qu'il faut maintenant croiser les bras et attendre qu'il y ait pluie pour pouvoir se construire? Mais toute la question, elle est là, la réflexion. Mais nous avons la possibilité de valoriser nos barrages. Et si on le fait de façon rationnelle, on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a la motorisation, la mécanisation du secteur agricole. Ça aussi, vous l'avez vu quand même, oui, avec le président Roch, il y a des choses qui sont faites à ce niveau. Il y a des choses qui sont faites, mais allez-y demander aux organisations des paysans. Nous, on a fait le tour en tant que députés des missions d'information. Il y a par exemple des grands producteurs qui ont près de 60 hectares, mais qui ont dit, et ils investissent autour de 20 millions, et au finish, ils ont généralement autour de 22 millions comme bénéfice. Donc 2 millions avec tous ces efforts. Et ce jour-là, ce grand producteur nous a dit, pour terminer, lui, son rêve, c'est de partir en Côte d'Ivoire pour aller travailler. Et pourquoi c'est ainsi? Ça veut dire que dans le secteur agricole, il y a un malaise sérieux. Et regardez, c'est près de 2 à 3 millions de jeunes ruraux qui se jettent sur le site de l'orpaillage, abandonnant l'agriculture. Ok. Ça veut dire qu'il y a un malaise qu'il ne faut pas occulter. Et là, il y a aussi la production, il y a aussi la transformation. Vous dites que vous allez réhabiliter les zones industrielles de la région du centre et des hauts bassins et restructurer toutes les entreprises en difficulté. Ça aussi, c'est ambitieux, ça demande beaucoup de moyens. C'est vrai qu'actuellement, avec le ministre du Commerce, Aruna Kaboré, on sent qu'il y a quelques initiatives dans ce sens, mais ça demande encore beaucoup de moyens. Parce que là, si vous voulez mettre beaucoup d'argent dans le système éducatif, vous voulez mettre beaucoup d'argent dans les plateaux techniques au niveau de la santé, vous voulez revoir cette loi de programmation militaire, vous créez tous ces fonds pour ces jeunes et puis pouvoir réhabiliter toutes ces zones industrielles avec ce qui doit aller avec. Oui, il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est de créer la richesse. Un État pauvre ne peut pas venir en aide à des personnes pauvres. Donc, quelle est la richesse qu'il faut créer? C'est tout ce processus que je vous ai expliqué. Refonder l'administration, refonder le système éducatif, essayer d'accompagner les entreprises innovantes des jeunes, essayer de booster le secteur agricole. Si le secteur agricole est boosté, le secteur secondaire va être touché à travers la transformation. Par exemple, notre coton,
nos fruits et légumes. Nous avons une centaine d'entreprises de mangue au Burkina Faso, dont une cinquantaine à Bobo. C'est largement insuffisant. On peut en faire plusieurs autres centaines. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut saisir. Et quand vous dites que c'est ambitieux, il suffit de faire seulement le diagnostic stratégique des entreprises en difficulté. On signe avec ces entreprises une convention d'accompagnement, avec un suivi rigoureux, avec la création de l'environnement économique qu'il faut, un système fiscal réfléchi, et puis tout est engagé. Ces entreprises aussi, c'est un problème de gestion, hein, parfois. C'est un problème de gestion. C'est pourquoi j'ai parlé d'une convention d'accompagnement. OK. Alors, en 5 ans, vous voulez construire 50 000 logements sociaux. C'est vrai que la question du foncier, du logement, c'est une véritable bombe. On a vu le rapport parlementaire sur le sujet, mais qui est resté lettre morte. On est en train d'aller aux élections. On a parlé de l'appurement du passif foncier, finalement, on n'en parle plus. Ça reste une question essentielle, le logement, pour les Burkinabés. Le logement, vous prenez un jeune fonctionnaire aujourd'hui qui a 100 000 francs. Mais pratiquement, plus de la moitié de son salaire va dans le paiement de son loyer. Il a quoi pour faire face à l'éducation de ses enfants, à la santé de sa famille, à son moyen de déplacement? Il a quoi même pour investir dans son logement? Ça veut dire qu'il faut résoudre le problème du logement. C'est pourquoi nous avons parlé de 50 000. Mais les 50 000, c'est de faire appel aux promoteurs immobiliers. Il suffit d'avoir 50 promoteurs immobiliers sérieux qui construisent 1000 logements, on atteint cet objectif. Mais avec des accompagnements fiscaux. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, qui a à 75 000 logements, ce n'est qu'avec 25 promoteurs immobiliers qui ont construit chacun 3 000 logements. Et il y a des promoteurs sérieux à travers le monde. En Chine, en Égypte, au Burkina Faso, on peut trouver des promoteurs sérieux. Et on atteint cet objectif. L'autre politique en la matière, je me demande, est-ce que c'est encore une bonne idée de construire des logements à Ouagadougou, continuer à étendre cette ville qui a dépassé ses limites? Est-ce que l'idée ne serait pas d'aller construire, par exemple, à Ziniaré, à Kambisiri, à Tangendasouri, par exemple, et construire des autoroutes qui font en sorte que le travailleur peut dormir à Ziniaré et venir travailler à Ouagadougou sans problème, parce qu'après, il y a l'autoroute avec la lumière qui permet justement de rallier ces villes secondaires, et en même temps, on développe ces villes secondaires. Plutôt que d'être à Basenko, Yagma, on continue d'élargir Ouagadougou. Bon, ça, c'est des réflexions intéressantes qu'il faut mener avec l'appui des spécialistes de l'urbanisme en la matière. Je pense que c'est des idées intéressantes qu'il faut explorer. 500 000 emplois. Là aussi, on peut dire, mais ça paraît surréaliste. En 5 ans, 500 000 emplois, de vrais emplois, on veut dire. J'ai l'impression que vous êtes dans une posture pessimiste. Pas pessimiste, mais réaliste. Mais il faut ensemble qu'on puisse sortir de cette idée. Il faut voir le possible où les autres voient l'impossible. C'est ce qu'un philosophe a dit, c'est la clé du changement, oui, c'est la clé de la réussite. Là, on n'est pas dans la philosophie, c'est le concret. En 5 ans, vous voulez faire 500 000 emplois. Pour les 500 000, comment c'est très simple. Quel type d'emploi? Comment? C'est très simple. C'est très simple. Il faut refonder le système éducatif. Faire en sorte qu'il ne produise pas des chômeurs. Ça, c'est un élément déterminant. Et à travers ce système éducatif... En 5 ans, vous pouvez atteindre cet objectif pour pouvoir créer ces 500 000 emplois en 5 ans? Mais naturellement, permettez-moi de terminer. Oui, allez-y. Parce que c'est quand même, si on dit 2 mots, ça va paraître haché, personne ne va comprendre. On va dire, voilà, quelqu'un qui vient pour berner les passions populaires. Le système éducatif, ça me paraît important. Avec ça, déjà, 80% du problème de l'emploi est résolu. Prenez les dragons d'Asie. Hong Kong, Taïwan et autres. Mais c'est à travers le système éducatif. Ils ont valorisé l'expertise nationale. Donc, à travers la production, ils se sont spécialisés. Quand vous prenez Hong Kong, c'est à travers quoi? C'est à travers les jouets électroniques. Vous prenez des pays comme Taïwan, c'est à travers des matériaux de l'outil informatique, ainsi de suite. Ils ont exporté. Mais vous avez vu, c'est ça qui a fait le décollage de ces dragons. Les tigres de l'Asie,
C'est à travers le système Oui, éducatif. pour le cas du Burkina. Maintenant, c'est pourquoi je dis qu'il faut développer le système éducatif qui va renforcer l'expertise nationale. Cela va permettre de développer l'employabilité des jeunes, l'employabilité des sortants des grandes écoles. Deuxième aspect, c'est le volet rural. Il faut booster le secteur agricole qui occupe 80% de la population burkinabé. Et j'ai dit qu'est-ce qu'il faut? Il faut jouer sur les terres, sur l'eau, sur la mécanisation. Et on arrive au secteur secondaire, la transformation, le coton qui est transformé à peine à 10% et exporté, alors que nous avons la possibilité de créer plusieurs usines en la matière. Nous avons nos fruits et légumes qui ne sont pas transformés. On peut créer des centaines d'usines pour ça. Et prenez le secteur tertiaire, le commerce, les assurances, les banques, les services. Parce que c'est ça qui peut permettre de créer la richesse, de créer de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, il faut jouer sur le mental. L'impérialisme culturel, il faut arrêter parce que c'est ça qui nous rend complexés. Aujourd'hui, au lieu d'être fiers d'avoir porté un costume façon d'Anfani, on est plutôt fiers de dire mon costume vient d'Italie, mon costume vient du Maroc. Donc, il faut que nous-mêmes, on puisse produire burkinabé, consommer burkinabé, exporter en Afrique. Comme Thomas Sankara l'a dit, il faut que le marché africain soit le marché des Africains. Et c'est la clé du développement économique. Et pour tout cela, vous avez besoin donc de financement pour ce programme. Ces engagements vont nécessiter la mobilisation de budget de 15 000 milliards en 5 ans, soit un budget annuel moyen de 3 000 milliards. Vous les mobilisez comment? Les 2500 de budget annuel sont mobilisés comment? Nous avons simplement fait l'effort d'ajouter 500 milliards. Et les 500 milliards, je vous ai dit où on va aller les trouver. Parce que c'est des milliards qui dorment dans les poches et les tiroirs des fraudeurs de la République. Mais vous savez déjà que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le budget du Burkina aujourd'hui n'arrive pas à l'investissement, c'est pas grand-chose aujourd'hui. Mais on ne peut pas investir si 90% des recettes fiscales sont absorbées par les dépenses courantes de façon régulière. Et là, vous comptez réduire en Mais réduisant le train de vie de l'État et en supprimant des institutions, etc. Il faut réduire le train de vie de l'État. Il faut faire des économies. Et encore, il faut augmenter la capacité et l'efficacité des régies de recettes. D'accord. Et ça, il y a des réformes qu'il faut entreprendre, telles que l'interconnexion des différents réseaux informatiques. Vous dites que vous allez réviser le code fiscal qui va rétablir une justice fiscale. Et la justice fiscale s'impose parce que c'est les pauvres qui financent plus. L'ITS, la TVA. Et pendant ce temps, quand vous prenez la taxe sur les revenus fonciers, la taxe sur les immeubles bâtis et non bâtis, mais c'est des sommes colossales qui peuvent être engrangées pour faire face aux défis du développement. Et pendant ce temps, c'est les pauvres citoyens, à travers la TVA, à travers notamment l'ITS, qui se saignent de façon systématique. Donc, révision du code fiscal et réduction du train de vie de l'État. Il faut réviser le code fiscal, faire en sorte que les plus riches payent en fonction de leur richesse et que les plus pauvres contribuent selon leurs facultés. OK. Alors, parlons à présent des chances de l'opposition pour la présidentielle de 2020. Le pouvoir parle toujours de son coup KO, hein? Est-ce que le MCR véritablement a une chance? Est-ce que l'alliance politique au niveau de l'opposition peut faire changer la donne? Est-ce que vous croyez que 2020, c'est le moment véritablement du changement? Je me dis que nous n'avons pas le choix. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on ne participe pas à la compétition électorale parce qu'on a une quelconque chance. On participe parce qu'on est obligé de participer. Parce qu'on est contraint d'opérer le changement. Et Jean-Paul Sartre l'a dit, dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Ce n'est pas toutes les choses, ce n'est pas toutes les circonstances de la vie qu'on peut contrôler. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est notre réponse face à des situations. Et Jean-Paul Sartre le dit,
Nous sommes obligés d'être libres. C'est-à-dire que nous avons l'obligation, la liberté de choisir ce que nous devrons être. On ne doit pas croiser les bras parce que l'adversité est là, parce que l'obstacle est là. On doit se battre pour changer notre situation. Et comme Malcolm X l'a dit, si on ne se lève pas pour quelque chose, on tombera pour n'importe quoi. Pensez que l'opposition fait le poids aujourd'hui? Les candidats de l'opposition font le poids? L'opposition n'a pas le choix. Face au président sortant? L'opposition n'a pas le choix que de s'organiser, que d'avoir une approche stratégique efficace. Entre nous, est-ce que vous croyez en second tour pour cette présidentielle? Moi, je ne suis pas dans ces calculs. Le calcul qui m'importe, c'est d'aller vers les citoyens, c'est de les expliquer les enjeux, c'est d'amener le peuple burkinabé à prendre conscience des risques, des enjeux et à se déterminer librement en pensant à l'avenir de la nation, en pensant à l'avenir de ses enfants. Le Burkina Faso est malade. Malheureusement, nous n'avons pas une gouvernance qui est attentive aux cris de détresse. Nous n'avons pas une gouvernance qui se préoccupe des problèmes de la nation, qui a des solutions originales, qui a de l'imagination, qui a de l'inspiration. C'est une gouvernance qui est pratiquement en fin de course et en crise d'inspiration. Et face à cela, il faut que le peuple se détermine. Maintenant, si au soir du 22 novembre, le peuple renouvelle sa confiance à la gouvernance actuelle, nous allons prendre acte. C'est le choix du peuple. Et comme on le dit, tout peuple a le gouvernant qu'il mérite. Nous prendrons acte, mais nous aurons accompli notre mission. Merci, Tahirou Barry, candidat du MCL, le Mouvement pour le changement et la renaissance, à la présidentielle de 2020. Merci d'être passé. Merci. Ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme. Bonsoir.